Je crois que l'Europe est essentiellement confrontée à un choix binaire, soit la dépendance stratégique, soit le développement de ses capacités. Il s'agit vraiment de la capacité pour l'Europe de se défendre elle-même. Lorsque le président Trump est revenu au pouvoir en janvier 2025, il a regardé la carte du monde et a retiré toutes les hypothèses de la table. Et donc l'Arctique n'est plus une question périphérique, c'est maintenant une considération centrale de sécurité. Le renseignement, la logistique, la défense antimissile et la dissuasion nucléaire. Ce sont des aspects que l'Europe est actuellement incapable d'assumer et qu'elle devrait assumer afin d'être dans une position beaucoup plus forte. Si l'Europe définit l'autonomie principalement comme une opposition politique à Washington, cela créera une distance. En fin de compte, les deux côtés de l'Atlantique seront plus forts s'ils sont tous les deux capables et confiants. La balle est dans le camp de l'Europe. Et je pense que la force de l'Alliance reposera presque entièrement sur elle. Bonjour Monsieur Hunt. Hello Letitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes le PDG de l'entreprise de défense 4DI, basée dans les pays baltes, et vous travaillez sur les questions de sécurité et de stratégie transatlantique. Vous êtes responsable de la sécurité de l'ambassade américaine en Suisse. Vous avez travaillé par le passé pour la Defense Intelligence Agency, la fameuse agence de renseignement aux États-Unis. À un moment où les débats s'intensifient en Europe autour des questions de défense, des questions liées à l'OTAN et de la politique américaine envers le continent européen, nous voulions entendre votre point de vue. Pendant des décennies, l'alliance transatlantique semblait presque aller de soi, façonnée par la guerre froide, l'OTAN, des valeurs communes. Aujourd'hui, cette alliance paraît davantage débattue, plus conditionnelle. Dans le même temps, nous avons les États-Unis qui se concentrent davantage sur la Chine, sur l'Indo-Pacifique, sur la compétition technologique. L'Europe ne semble plus être la seule priorité stratégique. Est-ce que vous voyez ces changements de conjoncture comme un véritable tournant stratégique, ou bien est-ce qu'il s'agit davantage d'ajustements politiques de la part des États-Unis? Je pense que c'est une bonne question. Je suis plutôt d'accord avec votre formulation. Je dirais que le tournant stratégique qui a lieu à l'heure actuelle est en fait très réel. Et beaucoup diraient que ce tournant a même pris du retard. Souvenez-vous de la fin des années 90. Sous le président Bill Clinton, il y a eu un effort des États-Unis et du monde occidental pour essayer de normaliser la Chine et de le faire dans l'ordre international, pour essayer de persuader la Chine de se libéraliser et d'abandonner ces tendances autoritaires en tant que gouvernement communiste. Je dirais que cela a échoué, et ce n'est pas peu dire. Et donc maintenant, vous savez, depuis la chute de l'Union soviétique autour de 1990, l'attention a vraiment été plutôt assez floue en réalité. Et cela a vraiment permis l'émergence de la Chine. Et c'est ainsi que le tournant stratégique est né. Maintenant, la raison pour laquelle l'Europe était le centre de la stratégie des États-Unis pendant environ 45 ans, de 1946 jusqu'à environ 1990, était uniquement la menace soviétique, depuis le moment où George Kennan a rédigé la stratégie d'endiguement de l'Amérique pour l'Union soviétique jusqu'à sa dissolution en 1990. Donc cela remonte à 35 ans. Et donc, ce qui se passe en ce moment est une recalibration de la stratégie. C'est très réel. La Chine présente un défi à notre leadership technologique, économique et militaire dans le monde à l'heure actuelle. Et donc je crois que l'Europe est essentiellement confrontée à un choix binaire maintenant, qui est soit la dépendance stratégique, soit le développement de ses capacités. Qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez de développement de capacités pour l'Europe? Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, il s'agit vraiment de l'autonomie des forces. Donc, la capacité pour l'Europe de se défendre elle-même ou d'agir de manière qu'elle juge nécessaire militairement, c'est vraiment ce qui est requis. Et nous pourrions parler un peu plus tard de cela. Mais il y a une énorme disparité à travers l'Alliance en termes de capacité. Et cela doit être standardisé.
si l'OTAN souhaite devenir une entité sérieuse. Oui, on reviendra effectivement sur cette question un peu plus tard. Je voulais peut-être revenir avec vous sur une question qui est d'actualité, la question du Groenland. Les États-Unis manifestent depuis longtemps un intérêt pour cette terre, mais cet intérêt est redevenu plus visible ces dernières années. Pour Washington, il s'agit surtout de sécurité, de géopolitique, c'est du moins ce qu'il mentionne, plutôt que d'amasser un nouveau territoire. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs à considérer selon vous? Comment est-ce que les Européens devraient interpréter cet intérêt grandissant des Américains pour le Groenland? Je pense qu'il est très important de comprendre, lorsqu'on étudie la politique des États-Unis envers le Groenland, qui a récemment émergé, il est très important de comprendre l'arrière-plan philosophique de leur stratégie de gouvernance. En fin de compte, les États-Unis sont en train de réinitialiser leur stratégie globale à l'heure actuelle. C'est ce que je crois que l'administration Trump est en train de faire. Je pense que lorsque le président Trump est revenu au pouvoir en janvier 2025, il a regardé la carte du monde et a retiré toutes les hypothèses de la table. Donc, beaucoup des hypothèses historiques et héritées qui étaient en place, je pense, n'étaient pas son point de départ. Je pense qu'il est lui-même très intéressé par le fait de transformer la politique stratégique américaine. Comme je l'ai mentionné auparavant, les 35 dernières années environ ont été assez floues pour les États-Unis, assez réactives de nombreuses manières, que ce soit la politique au Moyen-Orient, etc. Mais il y avait très peu de stratégie, et je pense que l'intention de Trump est de remettre les pièces sur l'échiquier avant le prochain transfert de pouvoir. Un des éléments centraux de cette stratégie est justement l'Arctique. Et le Groenland joue un rôle majeur là-dedans. Bien sûr, quand nous parlons de l'architecture de défense antimissiles, nous parlons des systèmes d'alerte précoce pour des missiles qui arrivent en Amérique du Nord, qui arrivent en Europe. Les lignes de communication maritime sont également critiques, très importantes. Et à l'heure actuelle, il y a une empreinte chinoise et russe dans l'Arctique. Et donc l'Arctique n'est plus une question périphérique. C'est maintenant une considération centrale de sécurité. Et donc je pense que c'est vraiment de cela dont il s'agit. En même temps, je mettrai aussi en garde les Européens contre le fait de le percevoir comme une ambition territoriale, comme vous l'avez mentionné. Ce n'est pas la bonne manière de le voir. En fait, il s'agit simplement d'une recalibration stratégique. Oui, merci en tout cas pour cette analyse très intéressante. Je vous propose qu'on parle maintenant un peu de l'OTAN, qui est généralement perçue comme solide, mais qui ces dernières années a connu quelques revers. Ce n'est pas une alliance en crise, certes, en tout cas de mon point de vue, mais elle n'est pas non plus exempte de tensions. La force de l'OTAN repose encore largement sur l'engagement des États-Unis. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que l'OTAN est aujourd'hui plus forte ou plus dépendante des États-Unis qu'il y a 10 ans, par exemple? C'est une bonne question. Je pense qu'il est important pour nous d'évaluer ce qu'est l'OTAN et ce qu'elle n'est pas. L'OTAN, c'est un collectif de 32 pays qui fournit un avantage stratégique que je pense être très précieux. Il y a une ambiguïté stratégique dans cette alliance. Les adversaires potentiels ne savent pas de quoi l'OTAN est capable et à quoi elle répondra réellement. C'est très précieux. Ce que l'OTAN n'est pas, c'est essentiellement, à mon avis, ce qu'elle prétend être depuis sa création de 1949, à savoir un collectif unifié de combat capable de vaincre un adversaire pur. Elle n'est pas capable de cette mission et elle n'est pas unifiée, malheureusement. En fait, je dirais que si nous devions regarder l'OTAN et ce qui la constitue, eh bien, je la vois comme étant composée essentiellement de 5 blocs. Le premier bloc, je dirais, serait le flanc Est. Donc ces pays qui sont les plus proches de la Russie et de la frontière russe. Pour toute fin pratique, nous pouvons simplement inclure la Biélorussie comme étant sous la sphère d'influence russe. Donc ces pays comme les États baltes et la Pologne, je dirais, sont le flanc Est. Ensuite, nous avons les pays nordiques. La Scandinavie, très riche, très capable militairement.
Et puis le troisième bloc, les anglo-saxons, les pays anglophones, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Le quatrième serait le cœur occidental. Donc nous pouvons parler de pays occidentaux tels que la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. Et enfin, je dirais que c'est le flanc sud, qui est la Grèce, l'Italie, etc. Ces 5 blocs ont des intérêts dramatiquement différents, des priorités concurrentes et des visions différentes de ce que l'OTAN devrait être et de ce qu'elle est. Je dirais que les plus motivés sont certainement le flanc Est et les pays nordiques. Et c'est très important que nous distinguions cela lorsque nous posons la question « Qu'est-ce que l'OTAN » Où se situe-t-elle en termes de ses forces et de sa dépendance? Donc je dirais que le flanc Est est beaucoup plus fort maintenant qu'il ne l'était, vous savez, il y a 10 ans, avant 2014. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, si vous avez aimé cet extrait, je vous invite à visionner la vidéo dans son intégralité sur Epoch TV en cliquant sur le lien situé dans la barre d'information sous la vidéo. Sur Epoch TV, l'inscription est gratuite et vous aurez également accès à davantage de contenu premium, des articles d'analyse de l'actualité ainsi que des interviews. J'espère que cette offre enrichie vous plaira et je vous dis à bientôt sur NTD France.